Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après 2 ans d'absence et c'est une vidéo très classique pour démarrer. Ça va être le top 10 des meilleurs films de 2023 selon moi. 2023 ça a été une année un peu particulière pour moi parce que j'ai pas été tant que ça au cinéma, j'aurais voulu voir plus de films, mais bon j'ai pu faire mes rattrapages en fin d'année et je peux enfin vous donner mon top 10. Et on commence tout de suite par la 10e position attribuée à Barbie. Alors je sais que c'est un film que beaucoup de gens ont pas du tout apprécié dans mon entourage. Moi, personnellement, je me suis vraiment fait surprendre sur plusieurs aspects du film. Donc, en vrai, le vrai truc qui m'a fasciné, c'est que ce soit un film de propagande. Je trouve ça dingue que ce film, qui soit le film qui est récolté le plus d'argent cette année, soit en fait un film qui ne s'intéresse pas réellement à son histoire, qui s'intéresse uniquement à son message. Alors ça peut paraître tout pourri comme je le dis comme ça, mais en fait j'ai trouvé que ça encapsulait vraiment une manière de concevoir le cinéma, quelque chose de très actuel finalement. C'est quelque chose en fait qui m'a ramené à la manière dont les gens parlent de cinéma aujourd'hui. J'ai l'impression que le contenu, que le propos d'un film est supérieur à tout le reste en fait maintenant. C'est vraiment un film qui a été fait pour réussir à donner des arguments à des gens, pour pouvoir débattre sur les réseaux sociaux presque. Il y a même des séquences qui sont clairement des séquences faites pour être partagées en masse, notamment un discours de fin qui est vraiment un discours mais qui matraque un message avec très peu de subtilité. Donc le film est vraiment une œuvre de propagande contre le patriarcat, ou en tout cas de remise en question de ce système-là. Et là vous me direz, mais mec, tout ce que t'as dit, ça donne pas du tout envie de voir le film, en tout cas c'est pas bien, non? Et en fait, justement, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est de me dire que le film assume ça à fond, et n'est pas du tout et finalement est assez radical là-dessus. Et donc ça m'a fasciné, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est d'avoir pris Barbie et de pas en avoir fait un espèce de film classique, de pas avoir fait un film un peu comme le Super Mario cette année, qui est vraiment un film qui choque personne, très très lisse, où tu prends Barbie et juste tu l'emmènes dans une aventure et puis basta. Pas du tout, c'est un film qui clairement un peu peut secouer, ou en tout cas dérange, a une volonté de balancer un message tellement virulent à la gueule du monde que je comprends que des gens les trouvaient horribles, et il y a pas mal de gens qui l'ont mis dans leur flop justement, mais moi c'est ça qui m'a plu, c'est de me dire putain, en effet elle a pris un truc qui aurait dû être un bidon de lessive, et elle en a fait un peu plus que ça quand même. En plus d'avoir des très bons comédiens qui sont parfaitement castés, je veux dire Margot Robbie en Barbie c'est parfait, et Ryan Gosling en Ken c'est parfait aussi, et d'avoir toute une création d'univers que j'ai trouvé vraiment drôle, plutôt bien faite, investie. J'ai senti que c'était un film où l'équipe s'est fait kiffer à faire ce film, et il y avait une vraie croyance dans le fait de proposer un truc un peu original, un truc à message. Franchement c'est un peu dingue, et je suis pas surpris que ce soit le film qui ait le mieux marché cette année, parce qu'en fait il encapsule tellement de ce qu'est notre époque et notre relation avec le cinéma aujourd'hui, que voilà, c'est pas une surprise. Mais moi ça m'a bien surpris, donc il est 10e. Il y a vraiment juste l'aspect sur Mattel, que là pour le coup j'ai vraiment pas réussi à adhérer. J'ai eu l'impression d'être pris pour un con, il y a un truc un peu cynique sur le fait on se tourne en dérision, on vous montre que on n'exploite pas Barbie, machin, femme objet, mais en fait vous le faites. Ça me saoule, ça m'a fait penser au Dumbo de Tim Burton, et j'aime pas du tout quand ils font ça. C'est pas parce que vous dénoncez un truc dans votre film que d'un coup ça vous dédouane de le faire en fait. Et ça me gave. 9e position, c'est un grand retour dans un de mes tops. C'est Asteroid City de Wes Anderson. Alors, c'était très particulier aussi Asteroid City, parce que Wes Anderson, c'est un réalisateur que j'aime énormément, mais j'ai vraiment eu un grand désintérêt pour lui sur ses 2 derniers films. L'île aux chiens, ça m'a pas du tout parlé, et alors le French Dispatch, j'avais pas du tout aimé, je l'aurais quasiment mis sur un flop, si j'avais dû le faire le flop de l'année d'avant. Et donc là, Asteroid City, ça m'a un peu cueilli, parce que j'avoue que j'y allais un peu reculons, je m'attendais vraiment pas à réapprécier son univers, et en fait, j'ai été rembarqué comme à l'époque de ces grands films que j'adore. Alors, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi ce film m'a à ce point-là plu. Déjà, il y a le fait que ça reste un film choral, certes, mais c'est quand même resserré autour de certains personnages, et finalement, c'est beaucoup moins choral que ce que ça pourrait laisser croire. Et j'avais peur du côté film à sketch, comme il y a eu dans The French Dispatch, qui est quelque chose que j'aime pas du tout. Là, pas du tout, on suit vraiment des personnages sur certaines unités de temps. Alors ça part un peu dans tous les sens, certes, parce qu'il y a un côté méta sur une pièce de théâtre, et nous, en fait, on voit le film qui est supposé être la représentation de théâtre, et on fait des allers-retours entre l'auteur qui parle de sa pièce et qui explique sa pièce à des comédiens, et la ville d'Asteroid City, qui est en fait la pièce. Ouais, à expliquer, c'est un Capharnaüm, c'est pas grave. Mais finalement, c'est plutôt resserré comme récit. On est autour d'un personnage avec ses enfants, il y a une histoire de deuil, il y a les événements qui vont se passer liés à une espèce d'extraterrestre ou de comète qui vont un peu mettre cette ville sous confinement. Voilà, donc c'est quelque chose, finalement, je m'attendais à que ça parte dans tous les sens, et en fait pas trop, c'est vraiment contenu. Et ce qui m'a plu, en vrai, c'est le retour de Wes Anderson en Amérique. Et là, surtout, il retourne limite au Texas, ce qui est vraiment chez lui. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui m'avait vraiment gêné
dans les derniers films qu'il avait proposés. Dans L'île aux chiens, c'était le Japon, mais c'était un Japon pastiche que j'aime pas du tout, même si graphiquement ça reste toujours hyper inventif. Je ne me projetais pas dans le Japon, j'avais l'impression que c'était un peu has-been, un peu ringard, quoi. Une vision idyllique, bizarre du Japon qui me plaisait pas. Et alors The French Dispatch, c'était encore plus ringard pour moi, ça faisait vraiment l'espèce de carte postale de la vision idyllique de la France, mais magnifiée par un Américain, avec son style. J'ai trouvé que ça, mais ultra kitsch et pas du tout inventif finalement, et ouais, ça tombait dans... En fait, c'était le cliché du cliché du cliché. Et là, Asteroid City, ben, il revient à quelque chose qui est beaucoup plus proche de son univers, on va dire d'enfance, de quelque chose qui lui appartient vraiment, et je trouve que c'est là où, à chaque fois, son style visuel, fonctionne vraiment bien, quoi. Donc évidemment, il y a une énorme galerie de comédiens, mais, on se concentre vraiment sur Jason Schwartzman, je crois, et Scarlett Johansson, et franchement, les deux sont très bons, ils ont des rôles... Ça s'exprime pas beaucoup, hein, c'est des rôles un peu amorphes, mais justement, faut réussir à aller capter l'émotion dans les non-dits presque. Et franchement, ça m'a beaucoup plu, j'ai été embarqué dans cette histoire. C'est un Wes Anderson probablement mineur, mais en fait c'est ça aussi que ce film m'a fait révéler. Je n'attends plus que le mec aille plus loin ou change de style en fait. Maintenant c'est bon, je pense qu'il arrive au bout de sa démarche. Avec The Budapest Hotel, il était arrivé pour moi au summum de son art, on va dire. Et donc les films d'après, j'avais le sentiment d'une redite où j'étais là à m'énerver, à me dire « Ah mais le mec, il se renouvelle pas, je sais pas ». Et en fait, je me rends compte maintenant qu'en fait, c'est pas grave, en fait, il se renouvelle pas, il fera ses films comme il fera ses films. Et c'est pas grave, l'important c'est d'apprécier un Wes Anderson pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il essaiera de faire dans le futur, ou si Wes Anderson arrive à aller ailleurs. En fait, maintenant, je m'en fiche. C'est un petit Wes Anderson, peut-être, mais par rapport à tous les autres films de cette année, ça reste un film extrêmement inventif, beau, et qui m'a touché parce qu'il y a une espèce de neurasthénie émotionnelle qui finalement m'a plutôt parlé. 8e film du top, c'est un film français, c'est le premier film français de ma liste, il va y en avoir quelques-uns, vous allez voir. Donc, le 8e, écoutez, c'est un film très très court, c'est Yannick. Yannick de Quentin Dupieux. Alors Yannick, c'est un peu la surprise qui accueillit tout le monde, parce qu'il y a eu Raphaël Quenard, qui est un excellent comédien qui s'est révélé cette année sur 2 films, Chien de la casse et Yannick, où à chaque fois il est vraiment magnétique, surprenant. Il joue un peu le même rôle, hein, cette espèce de personne qui a l'air un peu à côté de la plaque, mais finalement qui a des réflexions qui vont relativement loin à chaque fois, donc c'est quelque chose d'assez paradoxal à aborder, je trouve, le jeu de Raphaël Quenard sur ces 2 films. En tout cas, dans Yannick, le film tient sur lui. L'histoire de Yannick, c'est un mec qui prend en otage une pièce de théâtre parce que la pièce le saoule, ou en tout cas arrive pas à le faire oublier son quotidien, et justement il décide de commencer à changer la pièce. Et c'est un huis clos, ça fonctionne très bien, il y a une unité de temps, il y a une unité d'action, c'est très resserré comme récit, mais ça tient sur ce personnage de Yannick qui est parfaitement interprété, qui est surprenant. Tu penses qu'il est bête un peu, et en fait pas vraiment, et finalement il y a même une vraie émotion qui surgit de tout ça. Donc c'est un film qui fonctionne très fort, qui a un concept très simple, mais qui est parfaitement utilisé, exploité. Alors évidemment, en termes de production, on a entendu plein de trucs, on sait que c'est un film qui a été tourné en 6 jours, que Quentin Dupieux a fait hyper vite, donc il y a ce côté aussi, cette énergie peut-être, qui donne un aspect au film qui est pas palpable, mais qui se ressent quand même. Et je suis content parce que Dupieux, j'avoue que récemment, j'étais un peu en désamour avec ce gars parce que je trouvais qu'il y avait une hype étrange autour de ses films, et j'étais pas convaincu de tous ses films. Je trouvais que par moments il balançait un peu les trucs rapidos, il les terminait pas vraiment. Il y avait j'ai même été un peu énervé, hein. Le dernier film Effet Toussaint, c'est un film qui m'a vraiment énervé, il aurait été clairement dans mon flop de l'année dernière. Là, je dois avouer qu'il a réussi son coup, quoi. Il a fait un truc qui est à la fois, qui semble sincère en fait. J'ai pas eu l'impression d'être pris pour un débile, ou qui partait dans des délires juste parce que pourquoi pas, on n'explique pas mais on fait les cons et on s'amuse avec des stars. Et là, du début jusqu'à la fin, j'ai senti que c'était tenu, et ça m'a fait plaisir de voir Dupieux croire un peu, en fait, dans ses personnages et dans son film, et même dans son propos. Finalement, il y a une espèce de naïveté que j'avais jamais trop ressenti, parce qu'à chaque fois, il pétait ça par de l'absurde ou du cocasse. Et là, finalement, quand il essaie de faire un vrai film avec des personnages et des émotions, sans partir totalement en cacahuète, c'est peut-être là où il est le meilleur. Donc bravo, monsieur Dupieux. 7e, encore un film français, un film d'animation, Mars Express de Jérémy Perrin. Je suis très heureux que ce film ait enfin atteint les 200 000 entrées en France, parce que c'est un beau film de science-fiction français. Jérémy Perrin, moi j'avais adoré sa série Crisis Young, qui est sur Netflix, qui est une série, mais alors totalement barrée de chez barrée. J'ai pas vu Last Man encore, mais voilà, en tout cas, c'est très très bien que ce mec-là ait dédié autant de temps de sa vie à proposer un film comme celui-ci, parce que là, c'est vraiment un film de SF très très classe. On est dans un univers du futur, sur Mars, si je dis pas trop de bêtises, et on suit une détective avec un duo de flics qui vont enquêter sur des disparitions et des meurtres liés un peu
au côté, y a des humains, il y a des androïdes, et on est un peu dans cette période où les androïdes peut-être ont un sentiment d'être pas considérés totalement comme des humains. Alors je vous avoue que le film brasse énormément de thèmes, c'est un peu de la SF à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est sur de la SF un peu années 70-80, dans les traces de Blade Runner, dans les traces de quoi d'autre? Des films, des livres de Asimov. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un aspect où on sent que c'est un film qui s'embarrasse pas du fait que on n'est pas au courant des règles de SF, tout ça. Il y a un côté où vous êtes plongé dans l'univers et vous connaissez la SF, on va pas tout vous expliquer. Donc, tu prends le film un peu comme il arrive comme ça et t'es vite dedans. Ça fonctionne très bien, il y a des séquences d'action qui sont très bien faites. Et il y a un univers, franchement, ça fonctionne vraiment bien. C'est simplement créé, quoi. Il n'y a pas une espèce de complexité improbable ou un truc où on part en cacahuète ou je sais pas quoi. C'est bien tenu. C'est un film noir, un néo-noir, qui là-dessus fonctionne aussi bien sur le côté enquête. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, je me suis pas tapé le cul par terre non plus à me dire numéro 1, parce que j'avais des petites réticences sur le rythme, j'ai eu des petites réticences aussi sur certains personnages, notamment le flic qui accompagne le personnage principal, qui finalement est peut-être plus intéressant que le personnage principal, qui m'a un peu déçu. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, mais lequel finalement je dois vraiment suivre, et en fait, je me rends compte que le personnage principal est moins intéressant que ça, mais justement il y a un peu un twist là-dessus, donc c'est intéressant. Mais voilà, donc franchement un excellent film, et c'est très très bien que quelqu'un en France ait réussi à proposer un film de SF de cet acabit. Je pense que c'est probablement le meilleur film de SF de l'année. J'ai pas vu The Creator, donc je ne pourrais pas juger, mais en tout cas, c'est de mon top, il n'y a pas d'autres films de SF, donc c'est que c'est le meilleur film de SF de l'année. Sixième, on est sur un autre film français, il y a eu un 8, 7, 6, que les films français, écoutez, c'est le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. Alors moi, Jeanne Herry, j'avais adoré son film d'avant, Pupi, parce que j'avais été hyper surpris par cette démarche d'étudier un processus quasiment juridique, qui était l'adoption dans Pupi, d'un enfant que la mère abandonne à la naissance, enfin donne à l'adoption, et tout ce processus qu'on suivait, mais qui arrivait à être à la fois quelque chose de très... on sentait un côté factuel, presque juridique, ou en tout cas administratif presque, mais avec énormément d'émotions à chaque étape, et chaque personnage qui était vraiment très bien incarné, et c'était assez magique comme mélange, quoi. Et en fait, je trouve qu'elle a un peu réussi à faire pareil avec Je verrai toujours vos visages. Je préfère Pupi, mais Je verrai toujours vos visages, le titre est quand même un peu long, c'est dommage à dire. Et en tout cas, ce film-là, Je verrai toujours vos visages, a réussi à faire pareil, où il arrive à nous proposer d'explorer et de comprendre ce qu'on appelle la justice restaurative. Oui, la justice restaurative, pardon, donc qui consiste à mettre des agresseurs ou des personnes qui ont commis des délits en face de personnes qui ont subi des délits ou des agressions. C'est pas les gens qu'on fait, on met pas en face les gens avec leurs victimes nécessairement, mais voilà, et ça permet un dialogue qui est quelque chose qui au départ est un peu difficile, et au fur et à mesure, il y a une espèce de compréhension de l'un et de l'autre qui finit par se faire, et je trouve ça assez fort en fait de réussir à se dire que, déjà le concept est génial, de réussir à avancer par le dialogue, de confronter les opposés pour que finalement il y ait une espèce d'un terrain de compréhension qui finisse par ressurgir de tout ça. Et je trouve qu'en termes d'écriture, c'est là où elle est forte, c'est qu'elle s'autorise vraiment des dialogues, quoi. C'est un film qui est basé sur les dialogues, sur les monologues, même sur les récits. Et c'est fort d'à ce point-là accepter et d'oser dire vas-y, mes personnages ils vont parler en fait. C'est juste, ça va vraiment être ça le cœur du film. Et parce que c'est très bien joué, elle a des acteurs extraordinaires qu'elle arrive à diriger parfaitement. Donc il y a tout ça qui est vraiment très très fort. Il y a une deuxième partie qui est un peu déconnectée, que j'ai moins appréciée, qu'avec Adèle Exarchopoulos et Raphaël Quenard qui joue Yannick aussi. Bon, j'ai moins été conquis par ça, parce que justement, alors ça peut paraître étrange, parce que le sujet est hyper difficile, hein, c'est un sujet, c'est sur de l'inceste et du viol même. Je trouvais que là, justement, elle dérogeait au principe de la justice restaurative, qui est l'aspect des deux aspects, en fait, de cette justice. À la fois les victimes et à la fois les agresseurs. Et là, on ne suit que la victime, un peu. Et donc, j'ai trouvé ça étrange, et j'ai pas réussi à être aussi en adéquation. J'ai l'impression que c'était ça versait plus dans le côté, l'aspect émotionnel, que dans l'aspect justement un peu factuel, où on analyse les choses une par une de manière un peu froide à la base, mais où les acteurs arrivent à y mettre de l'émotion. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, cette deuxième partie m'a moins parlé que la première, où vraiment j'ai eu des moments où je me suis fait cueillir. Leila Bekti, elle m'a totalement cueilli.
Ouais, non, franchement, très très fort, très très fort ce film. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Jeanne Herry. J'espère que je veux voir où elle va, quoi. C'est une réalisatrice qui a vraiment une patte, un mode de pensée qu'elle arrive à mettre dans ses films. Et même si, en termes de mise en scène, on va dire que c'est pas, c'est pas tape à l'œil visuellement, mais il y a justement ce respect du dialogue qui, pour moi, est un parti pris de mise en scène total. Et elle le gère très très bien. Donc voilà, Jeanne Herry. Bravo pour ce film et il est dans mon top. Cinquième, c'est le retour d'un grand réalisateur qui a fait en tout cas des grands films. C'est The Whale de Darren Aronofsky. Donc The Whale, écoutez, un huis clos sur un personnage qui est obèse et qui est dans son canapé. Et il va y avoir tout un nombre de personnages qui vont graviter autour de lui, notamment sa fille avec laquelle il va reconnecter un peu. On va vivre un peu, c'est peut-être une semaine en tout cas particulière dans sa vie. Ouais, allez. Et écoutez, je me suis fait happer par ce personnage. Il est à la fois tragique, à la fois dégoûtant, à la fois rempli d'humanité. T'as envie que le mec se dépasse un peu et sorte de cette condition-là. T'as envie qu'il s'améliore, mais tu sens que c'est trop dur pour lui. Et donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Je trouve ça hyper fort en termes de mise en scène de réussir à nous plonger dans ce lieu sans en sortir et réussir à se renouveler, à jouer avec l'espace. Il y a beaucoup de plans où le personnage est au milieu et on tourne autour, comme tous ces personnages en fait qui gravitent autour de ce personnage. Après, il y a aussi la performance qui est extraordinaire. Hein. Là, Brendan Fraser, autant le côté maquillage prothétique et tout ça, enfin, je veux dire, le design du mec, c'est impressionnant. Je veux dire, waouh, tu t'es halluciné. Et sa performance à lui, elle est poignante, quoi. Le mec, il n'a pas gagné l'Oscar pour rien. Hein. C'est totalement zinzin ce qu'il fait. Donc, ça fait partie de ces films où j'y ai pensé pas mal après. Je trouve que c'est un joli film sur ce qu'il raconte aussi du rapport au pardon, quoi, au fait de réussir à se pardonner, à pas s'en vouloir, à la culpabilité, à comment tu continues ta vie en ayant fait des choix que tu regrettes et quand même et qu'en plus ces choix-là t'ont prouvé tort un peu, enfin pas prouvé tort, mais tu dois vivre avec des choses et t'arrives pas à les laisser et tu peux pas réussir à réunifier ce qui t'entoure. Enfin voilà, c'est un film sur un peu, c'est un parcours de rédemption, mais tout ça en étant totalement en huis clos dans une pièce, quoi. Donc c'est un film très fort et je le trouve. Alors par moments il y a des côtés un peu too much. Aronofsky il a un peu ce côté-là, notamment sur le rapport au climat où il s'amuse d'une imagerie, mais ça reste du cinéma pur, quoi. Je veux dire, il s'amuse d'une imagerie, notamment tu vois quand la lumière arrive, il y a un grand soleil, ce genre de choses. Et franchement, ça fonctionne bien et tous les acteurs sont très bons. Donc c'est un film qui m'a bien retourné et en termes de cinéma, c'est une propale qui est très très forte, quoi, parce que c'est dur de faire du cinéma comme ça et il y arrive très bien. En quatrième position, un autre film français et un film Netflix. Ah oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Écoutez, c'est AKA. AKA, le film d'action avec Alban Lenoir. Je me suis pris une petite claque. J'adore les films d'action et c'est vrai que là, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui me plaisent dans mes films d'action préférés. Il y a une espèce de simplicité dans l'action, quelque chose d'extrêmement radical, mais très bien chorégraphié, lisible, simple. Il y avait un aspect simple, en fait, où vraiment les scènes d'action, elles déchirent, quoi. Et le film démarre par une scène d'action qui, en plus, a une espèce de twist. Et c'est ça qui m'a plu. C'est que je trouvais que c'était un film qui était à la fois extrêmement respectueux de tout un héritage de cinéma d'action, où on était dans quelque chose de relativement connu, et à la fois, je me suis fait surprendre à plein de moments dans le scénario. Parce que le scénario est relativement... pareil, ça part sur des bases très très convenues, avec un flic infiltré qui va s'infiltrer dans un gang et tout ça. On se dit, on sait où ça va aller. Et en fait, ça va vers des endroits où tu te dis, putain, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça aille là, quoi. Et donc, il y avait ce double aspect de les scènes d'action sont dingues, les scènes de baston, vraiment baston chorégraphie à main nue sont extraordinaires. Je salue Manu Lanzi qui fait vraiment du taf avec Alban Lenoir. À chaque fois, ce qu'ils font, c'est de l'or. Et en même temps, il y a un scénario qui m'a surpris à plein de moments, avec un personnage qui évolue, qui a des choses à défendre, quoi. Alors après, on est dans quelque chose, on va pas dire cliché, mais légèrement, oui, on est dans quelque chose qui est archétypal. Archétypal, certes, mais ça, je trouve que c'était en osmose avec le film, en fait, avec ce côté un peu old school, à l'ancienne, actionnaire des années 80, bien mené jusqu'au bout. Et vraiment, j'ai été cueilli, je me suis fait vraiment surprendre, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins bien amené et bien, on va dire, je savais que les scènes d'action allaient sûrement être cool,
mais je pensais pas que le film en soi serait vraiment bien mené de début jusqu'à la fin, quoi. Et ça m'a fait penser à Balle perdue, parce qu'évidemment, on est avec Alban Lenoir sur Netflix, mais Balle perdue, j'ai pas vu le 2 encore. Mais le premier, j'avais ce reproche-là, les scènes d'action étaient top, mais le reste du film se tenait pas vraiment, je trouve. Et là, c'est l'inverse. Je trouve que tout se tient, et tu sais pas où ça va aller, mais à la fois, il y a une cohérence vraiment, vraiment globale qui s'en tire. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, Aka, le seul film Netflix de cette liste, et franchement, un très très bon film. J'ai été cueilli cette année par celui-là. Et là, on rentre sur le podium, le top 3, écoutez. Troisième, c'est encore un film français, c'est Le Règne Animal. Alors, Le Règne Animal, j'avais beaucoup d'appréhension parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Mais bon, il y a des moments, le film de genre français, t'entends du bien et tu vois des trucs et t'es un peu déçu. Et là, franchement, non. C'est vraiment à la hauteur de la réputation que j'avais entendue. C'est excellent. Déjà, je trouve que l'univers fonctionne très très bien. Enfin, la manière dont il est présenté au spectateur, c'est très subtil. Ça fait pas d'économie, ça nous prend pas pour des débiles. C'est plutôt harmonieux la manière dont on présente tout ça. Ça en dit pas trop. Ça nous laisse beaucoup imaginer ce qui se passe en dehors de l'histoire qu'on nous raconte dans le film, ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que, voilà, on va dire que le scope du film est très bon, je trouve, parce que tu te resserres autour de cette famille qui a un lien avec le rapport où c'est des hommes, en fait, la population humaine est en train de muter en animaux, de manière un peu aléatoire, comme ça, des gens commencent à muter et à perdre leur humanité pour devenir des bêtes féroces, notamment physiquement, et on suit une famille dont la mère on comprend qu'elle est en cours de mutation, quoi. Et donc, franchement, ça fonctionne très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que c'est un film de genre qui assume son identité française. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais ça essaie pas de singer quelque chose d'américain ou quoi que ce soit. Non. On sent qu'on a les moyens qu'on a. Donc, tout ce qu'on voit est très bien fait, mais il n'y a pas une démesure non plus dans le visuel du film, ou en tout cas dans les scènes d'action, où il y a une volonté de faire de l'épique, mais lié à notre identité de cinéma, qui reste quand même un film familial, tourné autour d'un adolescent. C'est un film sur un passage à l'âge adulte, il y a un lien paternel, ça parle en fait d'énormément de choses par le biais du genre. C'est ça qui m'a plu. C'est que ça parle des familles recomposées, comme on pourrait assimiler ça à un divorce ou un abandon même. Ça parle d'un adolescent qui découvre sa puberté globalement et qui tombe amoureux, qui a ses premiers ébats. Il y a ce rapport-là, et la mutation est quelque chose qui évidemment raconte ça. Les films de loup-garou, il y en a plein où ça raconte la puberté finalement. Donc là, ça récupère un peu cet état d'esprit-là pour le réinjecter dans le film. Mais évidemment, ça parle vraiment de xénophobie, ou en tout cas pas de racisme, oui, enfin de ce rapport qu'on peut avoir avec les gens étrangers, la manière dont on rejette les gens, et ça parle de ça, de ce rapport aux autres peuples potentiellement, et à cette manière dont qu'on peut avoir de traiter des hommes comme des animaux en fait. Mais c'est jamais dit clairement, c'est jamais abordé frontalement, c'est vraiment par le genre que toutes ces idées passent. Et j'ai trouvé ça très très fort, parce que c'est des sujets ambiants, tout ça. C'est des sujets qui tournent autour de nous, qu'on a souvent. Et ça parle de répression policière, hein, notamment. Enfin, ça parle évidemment de migration. Enfin, on sent cette espèce de carcan social qui plane au-dessus de tout ça, mais qui est pas traité par autre chose qu'une allégorie du genre. Et pas non plus une allégorie genre, ça correspond à ça, et ça correspond à ça. C'est plus quelque chose d'ambiant que j'ai trouvé vraiment parfaitement mené, parce que tu regardes le film, l'histoire qu'on te raconte est très bonne. Donc c'est un père, un fils qui vont essayer de suivre la mère, et la mère disparaît, ils vont essayer plus ou moins de la chercher, tout en essayant de continuer leur vie, avec des mutations qui gravitent autour de tout ça. Mais cette histoire-là, qui est très bien menée, avec de l'émotion, du premier degré, enfin tout ça fonctionne, te permet de te projeter dans plein de sujets autres qui sont très très forts aussi. Et franchement, j'ai trouvé ça top. Et quand je parlais d'identité française, moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est de réussir à justement exploiter le territoire. C'est-à-dire que là, on est dans le sud-ouest, on a des paysages, on sent qu'il y a on est dans ces forêts de pins, on est dans des... pas de pins d'ailleurs, je dis de la merde. Mais on est dans ces paysages où, je m'y connais pas bien dans le sud-ouest, mais en tout cas, il y a une volonté de magnifier ce terroir, on va dire, ces paysages. C'est pas traité à l'arrache, quoi. On sent que il y a un vrai respect de là où t'es et de comment tu le filmes pour réussir à en dégager quelque chose. Et il y a ça aussi avec le rapport des traditions, presque. À un moment, il y a la fête de la Saint-Jean, avec ce feu de la Saint-Jean, qui est une tradition qui est très particulière, qui est très franco-française. Je suis pas sûr que beaucoup d'autres pays le font. C'est quasiment un truc moyenâgeux. Il y a un gamin qui fait du béour dans le film. Je pensais que ça allait servir un peu plus d'ailleurs. Donc il fait des combats de chevaliers. Et par exemple, il y a cette scène, moi, qui est vraiment, voilà, là je me dis, là, en fait, on touche à ce que je rêverais de voir plus souvent dans les films de genre français, où il y a une course-poursuite qui se passe dans des champs de maïs, et vu que la course-poursuite fait suite
à la fête de la Saint-Jean, les personnages qui poursuivent la personne sont sur des échasses. Donc tu as des personnages en costume traditionnel de la Saint-Jean sur des échasses qui tracent dans des champs de maïs avec quelqu'un qui se cache dans le maïs. Et là je me suis dit, bah ouais, là, ça c'est des images que je veux voir. C'est ça le genre à la française que je veux. C'est d'exploiter tout un truc pour réussir à nous donner des images mais trop stylé. C'est-à-dire que vraiment, la course-poursuite, ce moment-là, c'est quelques images, hein. C'est trop stylé, quoi. Je me suis dit, ouais, là, vraiment, ça déglingue. Et ça m'a fait penser un peu à ce qui me faisait fantasmer dans le Pacte des loups il y a plusieurs années. Alors, moins tape à l'œil, hein, en termes de mise en scène et tout, mais où, en fait, je me suis dit, putain, mais on peut être cool, en fait, nous aussi. La France aussi, on peut réussir à faire des trucs cool, des images qui marquent, qui vraiment en imposent. Et là, c'était ça. Donc vraiment, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé que c'était très 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 bien fait. Thomas Caillet, il avait fait Les Combattants, qui était très bien aussi. Là, il a cette espèce d'art, en tout cas sur ces deux premiers films, enfin sur ces deux films, de créer un rythme qui est un peu lancinant, où c'est un peu contemplatif, mais il y a quand même de l'action, et je trouve qu'il est très bon pour ça, parce qu'on se fait pas chier, et à la fois, on sent qu'on n'est pas dans quelque chose d'effréné, on prend le temps, on s'emprunte des personnages, de ce qui les tourmente un peu, et vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement bien mené. Alors, les effets spéciaux, tout, c'est vraiment très très bien fait. Donc, une vraie belle réussite, Le règne animal, et c'est le film français que j'ai trouvé le mieux fait, et le mieux tout court cette année. Top 2, écoutez, la deuxième place, elle vient un film qui est sorti en tout début d'année, c'est Babylone de Damien Chazelle. Ah Babylone est dans beaucoup de tops, mais c'est pas pour rien. Alors le film a sûrement des défauts, et il en a plein en fait, en vrai, si tu commences à te poser 2 secondes et à discuter de tout, et à essayer de te déconstruire, je pense qu'il y a énormément de problèmes avec ce film, mais moi, je reste sur le sentiment que j'ai eu au cinéma, qui était de me prendre un torrent d'inventivité, de folie et de cinéma dans la gueule pendant 3 heures. Franchement, je pense que la première heure et demie de Babylone, jusqu'au moment où il y a une scène de film qui est tournée, un peu de bataille avec ça, je crois que c'est vraiment une des heures et demie les plus folles que j'ai vécues au cinéma. Je veux dire, c'est d'une démesure, d'une maestria de mise en scène, d'un rythme, d'une folie qui est aberrante, et franchement, c'était une baffe énorme. Alors, Margot Robbie, elle est extraordinaire dans ce film. C'est totalement dingue ce qu'elle fait. Bref, donc ça, c'est fou. Alors, évidemment, Lettre d'amour au cinéma, tout ça, évidemment. Enfin, voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, je trouve que le film tient pas ses promesses sur toute la longueur. Il y a des parties que je trouve moins. Quand j'y repense, je me dis, ah ouais, ça finalement, je n'étais pas totalement dedans. Il y a surtout le vrai point noir pour moi. Alors, vous allez dire, c'est bizarre, il va déglinguer le film alors qu'il l'a mis deuxième. Le vrai point noir pour moi, c'est le personnage principal, en fait. Je trouve qu'il y a une dichotomie entre ce qui est dit de ce personnage et ce qu'il fait, parce que on nous le présente comme un mec qui est amoureux de cinéma, qui rêve que de ça, que de cinéma, tout ça. Et en fait, par la suite, je trouve que cet amour du cinéma, il n'est pas totalement vécu dans le film. Alors peut-être que le propos est là, que cette industrie te prend quelque chose qui est ta passion à la base, et en fait te fait un espèce de businessman qui n'a plus rien à voir avec ça, et qui même trahit ses amis. Enfin, tu vois, il n'y a plus du tout... Il y a une forme de corruption peut-être qui est liée à ça, hein, une corruption de rêve, même de passion primaire pour cet art, qui est clairement ce qui est un peu dit dans le film, ce qui arrive, et la fin est supposée le ramener à quelque chose de beaucoup plus au cœur, quoi. Mais bon, même si c'est dit, j'ai pas trouvé que c'était vraiment extrêmement bien exécuté sur le parcours du personnage. Le personnage principal m'a pas parlé. Là où je trouve le parcours de Margot Robbie fascinant, le parcours de Brad Pitt aussi, voilà, c'est un grand film, c'est une grande fresque, ça t'en met plein la tronche, ça va tellement loin, c'est en mise en scène, c'est du velours, mais lui, enfin moi, Damien Chazelle, je suis pas client de tout, mais franchement, il est quand même extrêmement fort, c'est tellement fort ce qu'il arrive à faire. Je veux dire, la dévotion qu'il met dans son film, dans son découpage, dans la maîtrise de tout ce qu'il fait, le rythme, c'est dingue de réussir à faire ça, de réussir à balayer aussi rapidement plein de choses, et de s'arrêter sur d'autres. Enfin, en termes de cinéma cette année, je vois pas trop ce qu'on a eu qui était à ce point-là généreux en termes de waouh, je vous en mets plein la gueule, et en plus je vous raconte un truc inédit, et je vous fais une lettre d'amour à la fois. Vous allez voir, c'est pas totalement tout blanc. Enfin voilà, moi je pense que j'ai pas eu encore envie de le revoir, mais ça va pas tarder. Et ça fait partie de ces trucs où, waouh, putain, j'en ai pris plein la gueule. Et je reste sur cette impression-là, quoi. Plutôt que d'essayer de le déconstruire, séquence par séquence, me dire, ah ben celle avec le serpent et Margot Robbie, ça marche moins bien. Tobey Maguire, qu'est-ce que vraiment, pourquoi est-ce que c'est là? Ouais, mais en fait non, ça reste une vague de 3 heures que je me suis bouffé en pleine gueule, et dont les 2 premières heures presque sont extraordinaires. Donc Babylone, deuxième, et à un moment il a été premier, mais finalement, à la longue, le film le premier a fini par passer juste au-dessus. Et le numéro 1, écoutez, c'est Le Maître,
c'est Martin Scorsese, Martin Scorsese, qui a délivré The Killers of the Flower Moon cette année, qui est, je pense, le meilleur film de cette année. Alors ça paraît presque évident en fait, parce que on est sur Martin Scorsese, qui raconte une histoire assez de ouf. Franchement, en fait, quand tu te poses et que tu réfléchis à ce qu'il te raconte, c'est totalement zinzin comme histoire. De manière extrêmement propre. Le gars, il maîtrise son truc à 2000%. Il n'y a aucune fioriture. Il te le fait nickel chrome, sans faute de goût, rien. Alors que le sujet, il est coton à débarquer quand même. Et avec des comédiens magistrales. Ça dure 3h30, je les ai pas vus passer. Enfin, franchement, c'est extraordinaire comme film. Autant dans le propos que dans la forme. La forme, elle est d'une espèce de simplicité qui est presque une forme de quintessence de comment tu racontes cette histoire-là, sans faire de faute de goût. Et c'est de la quintessence de waouh, putain, il n'y a rien à acheter. Il y a une reconstitution qui est magistrale, ça a coûté une blinde justement pour ça, et finalement tu le ressens pas, c'est ça qui est beau. C'est que tu te dis, putain, mais ça a l'air d'être totalement simple, tout naturel, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est là la grande force aussi de ce style de reconstitution et de mise en scène. Et après, pour le fond, il y a énormément de choses, je veux dire, on est sur beaucoup de choses qui, en fait, que tu prends à un instant T, que après tu peux continuer plus loin, et c'est assez fou. Voilà, tu prends cet événement, ce qui s'est passé avec ces Indiens, donc les Osages qui se retrouvent à être en possession du pétrole, mais finir par être administrés par les Blancs et être, on va dire, tués à petit feu par ce système-là, c'est voilà, c'est comment un système à une échelle micro peut en fait faire réduire à néant les minorités et juste permettre aux dominants de dominer encore plus. Et donc c'est vraiment comment cette histoire-là encapsule en fait beaucoup de choses de ce qui se passe dans nos sociétés, même de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un assez zinzin. Le rapport aux institutions, ça qui est ouf, c'est que c'est les institutions dans le film qui font le plus de mal. C'est les médecins qui tuent, c'est les gens qui donnent l'argent qui en fait le détournent. Enfin, c'est vraiment, il y a une espèce de regard sur le monde qui te montre comment tout ce qui en apparence paraît légitimé ou être le garant d'un ordre, d'un droit, en fait, est là pour déstabiliser et en faire profiter seulement une infime partie de personnes. Donc là, franchement, quand vous regardez ce qui nous entoure, vous êtes en train de vous remettre en question tout ce qu'on vous montre et tout ce qu'on vous dit, finalement. Parce que si la loi et l'ordre, en fait, c'est voué au déséquilibre et au chaos et au désavantage, en fait, c'est ce que le film raconte, c'est ça qui est dingo. Il y a une histoire d'amour au milieu qui est très particulière, elle est hyper compliqué à aborder. Je veux dire, t'as deux personnages, t'en as une qui se laisse quasiment, qui subit quelque chose de manière extrêmement étrange, mais qui est liée aussi à la culture dont elle vient, et une forme de naïveté, ou en tout cas de résilience qui est liée à ça, comme il y a une scène qui le démontre bien, avec ce rapport où ils sont à table à écouter le son du vent et de la nature, et qui est une espèce de métaphore sur sa vision de la vie, qui est en mode la tempête, on la laisse passer, on la combat pas, et on l'accepte, et on l'écoute, quoi. Et de l'autre côté, t'as un mari qui est à la fois aimant, mais à la fois il fait des sales trucs, et tu sais pas où il se situe réellement. Et c'est hyper compliqué de se situer. C'est assez surprenant d'avoir des personnages à ce point-là ambigus, notamment dans une histoire d'amour qui un peu encapsule le récit, qui est primordial dans le récit, quoi. Donc vraiment, alors je tiens à signaler aussi que il y a un podcast qui s'appelle La Gêne occasionnée de François Bégodeau, qui pour moi a un épisode sur ce film qui est extraordinaire, et qui justement, il y a certains mots que j'ai dit qui sont repris directement de ce podcast, parce que il a une analyse du film qui est assez magistrale, il n'y a rien à dire. Et donc aussi ça aide d'avoir des gens, des grands penseurs, ou en tout cas des penseurs, qui vous mettent en perspective des choses que vous avez vues dans certains films, pour vous faire vous révéler certains aspects des films. Et là, honnêtement, j'ai adoré le film à l'époque, mais en plus de m'être plongé dans comment il est analysé par différentes personnes, ça m'a encore plus décuplé mon amour pour ce film. Donc voilà, Killer of the Flower Moon, c'est vraiment un extrême... Pour moi, c'est sûrement le meilleur film de cette année. Enfin, c'est le meilleur, il est numéro 1 de mon top. Il y a pas mal de fois des westerns, même si celui-là, ça se passe, c'est un peu en mode western, mais c'est pas vraiment un western non plus, on va pas se mentir. Donc voilà pour mon top 2023. Écoutez, voilà, vous l'avez. Donc maintenant, je vais juste parler rapidos. Ça fait 2 ans que j'avais pas sorti de vidéo à peu près. Je suis très heureux de revenir doucement sur YouTube. Voilà, heureux de revenir grâce à un top, c'est cool, ça me permet de parler de cinéma que j'aime. Je sais pas exactement de quelle forme va prendre mon retour sur YouTube. Ça sera pas des critiques de films, c'est quasiment certain. Mais voilà, en tout cas, je suis heureux doucement de revenir.
Ça me fait plaisir de retrouver des gens de la communauté que j'avais réussi à fédérer grâce à cette chaîne. Ça me fait plaisir de faire des lives avec les autres youtubeurs, de retourner un peu dans ce game-là, parce que ça m'a manqué, voilà. J'ai pris 2 ans un peu au vert pour faire autre chose, et je continue de faire autre chose, mais j'ai envie de revenir. Donc voilà, je suis heureux de revenir avec ce top. N'hésitez pas à me parler de ce que vous avez pensé de ce top, si vous avez des choses à dire contre ou pour les films que j'ai sortis. Et si évidemment, n'hésitez pas à partager vos propres tops à vous. C'est toujours cool d'avoir ça. Je vous en profite aussi pour vous dire de me suivre si vous voulez sur Sens Critique, parce que sur Sens Critique, je note vraiment tous les films et j'essaie de faire des petites critiques écrites de tous les films que je vois au fur et à mesure de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Maintenant, c'est Zoltan le Z, je crois, sur sur les deux trucs, Instagram et TikTok, parce que je vais diffuser, en fait, je diffuse aussi sur YouTube les shorts, les petites vidéos que je fais devant ma Blu-ray Tech pour parler des films en rapidos, en moins d'1 minute. Donc ça permet d'avoir du contenu relativement régulier. Et de temps en temps, je sortirai des vidéos avec des propos un peu plus précis et montés, et tout ça comme celle-ci. Voilà, bon en tout cas, merci à beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite, ou pas du tout très vite, mais on se retrouve en tout cas pour une prochaine à un moment. Et d'ici là, bonne toile!